Le camp de Komono abrite les ouvriers et le matériel qui opèrent dans la concession. Cette concession appartenait à une société malaisienne qui a été écartée par les autorités congolaises pour avoir saccagé l'environnement. Si les précédents exploitants étaient sans scrupules, Sycophore semble tout faire pour se plier aux règles, ce qui reste assez exceptionnel en Afrique. Chaque année, on doit demander le VEMA à la direction départementale des eaux et forêts. Le VEMA, ça veut dire volume maximum annuel. Pour le VEMA de 2008, pour Komono, il y a 87 parcelles. Là, c'est une parcelle. Oui, parfait. Oui, maintenant pour la parcelle 51e, au Koumé, il y a 50 pieds. À Toussé, c'est 6 pieds. Iroko, c'est 1 pied. Opoto, c'est 2 pieds. Tibejo, c'est 1 pied. Au total, c'est 64 pieds. Jusqu'à une vingtaine d'arbres par jour, et ici à Komono, une centaine de troncs tombent quotidiennement. On ne coupe pas toutes les essences. Hein. Il y a des essences qui ne sont pas chères, on ne coupe pas, même si c'est grand. Quand on coupe au Koumé, il faut le diamètre de 60 cm. Pour le bois d'hiver, il va atteindre 70 jusqu'à 80 cm. Si les arbres sont trop petits, il ne faut pas couper, il faut attendre. La présence des Asiatiques dans l'industrie du bois a été l'occasion de nombreux dérapages. Mais pour Henri Jumbo, le ministre de l'économie forestière, les Chinois doivent rester. Il y a quelques années, nous pouvions dire que la Chine importait en grande partie des bois bruts. Mais depuis quelques temps, conformément à notre législation, les entreprises sont tenues de transformer au moins 85% des bois sur place. Et les sociétés chinoises s'y emploient. Je ne sais pas quelle est la pratique ailleurs, mais ici au Congo, toutes les entreprises sont soumises à la loi. Le problème au Congo, comme partout en Afrique, c'est que les lois changent souvent, que les organismes de contrôle sont faibles et que les forêts sont trop grandes pour être entièrement surveillées. Mais il est vrai que l'exploitation illégale a diminué sous l'aiguillon des ONG et des financements occidentaux. Il n'y a pas la nécessité de replanter parce que notre système d'aménagement donne la priorité à la régénération naturelle de la forêt par les techniques et les règlements en place. Quand vous savez que par hectare, nous extrayons à peine 1 à 2 pieds. 1 à 2 pieds par hectare sur 400 à 600 qu'on y trouve. Vous pouvez comprendre que les prélèvements sont insignifiants par rapport au potentiel. Nous pensons que la diversification du partenariat économique est une bonne chose pour tous. L'Europe, la Chine, l'Afrique ont besoin de diversifier leur partenariat. Avec la mondialisation, plus personne ne peut s'enfermer sur lui-même. Il faut s'ouvrir et tendre la main à tous. Une main tendue que les Chinois ont saisie avec intérêt, ce qui inquiète les ONG. Le parc national de Kongkwati est un trésor de biodiversité. Unique en son genre, il s'étend des bords de l'océan aux lagunes et aux montagnes du Mayombe à la frontière du Gabon. Hilde se bat contre les autorités qui ont changé ce parc national en zone de prospection. WCS, l'ONG qu'elle représente, est une des plus respectées en Afrique. Donc la ligne noire, c'est la limite du parc national de Kongkwati. La zone foncée, c'est la zone intégralement protégée dans laquelle on ne peut pas faire normalement de l'exploitation industrielle. Malgré, on a quand même beaucoup de concessions.
En jaune, comme ça fait deux blocs, c'est deux concessions minières. En jaune ici, la ligne, ça c'est Sycophore, c'est une concession de bois. Et en orange, ça c'est une concession pétrolière, où ils ont fait des explorations sismiques l'année passée. Et ça c'est une concession pétrolière offshore. Non seulement Hilde doit défendre le parc national contre des prospections autorisées par le gouvernement, mais elle doit surtout le défendre contre les effets indirects de la présence humaine au cœur de la forêt. Je crois que les Chinois sont pires que les sociétés américaines ou européennes, du fait que, je crois, dans notre culture, il y a cette notion de la pollution, de l'environnement, qui est beaucoup plus intégrée. Même sans règles, on a vu quand même que les sociétés françaises, tout ça, ils font un effort de regarder, de ne pas faire trop d'impact sur l'environnement, surtout si c'est un parc. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on voit dans les sociétés chinoises. Je crois que l'effet indirect est beaucoup plus grand que l'effet direct de l'exploitation. C'est clair qu'avec le peu des écogardes qu'on a, 22 pour 5000 km², c'est bien pour nous que ça soit enclavé. Bien sûr, si les sociétés arrivent et ils mettent des routes partout pour sortir leur bois ou pour amener des gros camions pour amener leurs ouvriers, ça crée une infrastructure que nous, on ne peut plus contrôler. Ils ne donnent pas des rations, mais que de l'argent pour des rations, ce qui fait que ça attire les gens qui font des petites bistrots autour des camps. Et bien sûr, les braconniers qui ravitaillent la viande à ces camps. Après aussi, quand eux ils partent, il y a des gens qui ne veulent plus partir et qui s'installent ici. En matière de ressources naturelles, les besoins de la Chine sont immenses et il n'y a pas que le bois, le pétrole ou le minerai qui les intéressent en Afrique. Hilde se bat sur tous les fronts. Elle nous emmène à la rencontre de pêcheurs qui souffrent de la pêche intensive et abusive de chalutiers chinois sans scrupules. Ils sont là, les Chinois, ils sont là. Il y a 17 bateaux pour la pêche. Le 18e bateau, c'est pour le transport. Et ils pêchent du 1er jusqu'au 30. Il ne faut jamais au port, sinon que le bateau du transport qui veut prendre seulement du poisson pour aller vendre à Pointe-Noire. Puisque nous, en tant que nous sommes paysans, nous avons l'autorité de pêcher à 12 000 marins. Mais les Chinois